Total, committed to better energy. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aéropresse Club depuis l'aéroport d'Orly-Sud grâce à notre partenaire Aéroport de Paris. Avec nous aujourd'hui Marc Rochet, président du directoire d'Air Caraïbes et président de la nouvelle low-cost long courrier filiale d'Air Caraïbes French Blue. Bonjour Marc Rochet. Bonjour. D'abord une première question. En France, dans l'aérien et pas que dans l'aérien, les grèves succèdent aux grèves. Qu'est-ce qui ne va pas? Que de temps perdu d'abord, que d'opportunités que nous ne savons pas prendre à bras-le-corps. Notre pays a tellement d'atouts pour chercher cette étincelle économique dont nous avons tant besoin, dont nous avons besoin pour le mieux vivre de tout le monde, dont nous avons besoin pour ces chômeurs en quantité innombrable qu'il nous faut remettre quelque part au travail, retrouver de l'activité pour eux. Et alors que notre capitale a la chance d'avoir des infrastructures remarquables, comme ici à Orly, d'avoir un attrait touristique indéniable, d'avoir la position centrale en Europe, il suffit de regarder une carte de géographie pour s'en convaincre, eh bien nous nous replions sur nous-mêmes, nous regardons nos vieilles habitudes, nos vieux modes de pensée, nous partons dans des débats dont beaucoup sont quand même très démagogiques. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Et le temps passe pour ceux qui sont nos concurrents, pour ceux qui savent être dynamiques et qui savent peut-être demain prendre notre place, voire nous remplacer. Mais bon, soyons aussi optimistes pour des chefs d'entreprise, pour des salariés, pour des acteurs de cette activité touristique et aérienne. Il y en a qui y croient encore beaucoup, j'en fais partie, d'autres en font partie. Et je suis sûr que nous saurons regarder l'avenir dès demain matin à nouveau avec espoir et optimisme. Mais le malaise, il est où ? Le malaise, il est, je pense, dans l'incapacité à faire d'abord de vrais diagnostics et à les partager. Parce que quand il y a maladie, quand il y a mal-être, il faut encore qu'il y ait un médecin qui dise ce qui ne va pas, mais que ce diagnostic soit accepté et soit partagé. Ce malaise, il est profond. Ensuite, il est dans les postures, soyons clairs. Et puis, il est dans quelque chose que personnellement, je trouve important, voire extrêmement clé dans tous nos débats, dans la société française d'aujourd'hui. Il est dans ce déséquilibre qu'il y a entre droits et devoirs. Certains considèrent qu'ils n'ont que des droits et pas beaucoup de devoirs. D'autres considèrent, ou on leur demande de considérer qu'ils ont des devoirs et sans en avoir les droits. Donc là, je crois qu'il y a un vrai problème de société et que les politiques devraient d'ailleurs s'y atteler rapidement. Alors on va en parler des politiques justement, mais là on fait indirectement allusion à la situation d'Air France aujourd'hui. Cette situation, vous la trouvez quoi? Affligeante, attristante? Oh, je la trouve affligeante, totalement inique et je dois le dire avec beaucoup de regrets parce que même si les compagnies que je représente sont des concurrentes directes d'Air France, la France a besoin d'un transporteur de cette taille. On ne peut pas se contenter d'être un pays avec des transporteurs aériens qui n'auraient pas leur place en Europe, voire dans le monde. Air France a un passé historique, un passé glorieux. C'est un passé aujourd'hui qui a été en quelque sorte consommé par le temps. Il faut changer de méthode, il faut changer de façon de travailler, il faut changer dans les rapports à la clientèle, c'est le point fondamental, il faut savoir regarder l'avenir. Et beaucoup de gens à Air France, et pas seulement que les pilotes, soyons clairs, sont plus tournés vers l'histoire, aussi brillante soit-elle, que vers l'avenir. Mais c'est souvent, voilà, effectivement, les pilotes qu'on pointe du doigt, il y a un peu de pilote bashing derrière tout ça. Il y a toujours un peu de pilote bashing parce que l'opinion publique s'est retournée en 10-12 ans. Avant, un pilote, quand il s'exprimait publiquement, était respecté, était quelqu'un en qui le public spontanément lui faisait confiance parce qu'on lui confiait finalement la sécurité de nos vies. Et puis, il y avait ce prestige qui était autour de ces métiers. Bon, tout le monde a en mémoire Mermoz. À titre indicatif, tous les pilotes aujourd'hui portent la cravate noire en deuil de Mermoz. C'est quand même dans nos racines, dans notre culture. Aujourd'hui, ces arguments ne portent plus parce que l'opinion publique est d'abord désabusée, elle est
extrêmement fatiguée, elle ne supporte plus les mouvements sociaux du type de ceux que les pilotes savent pratiquer. Je crois que les pilotes ont beaucoup d'autres moyens de se faire entendre, de se faire expliquer. Ils ont aussi l'obligation, droit et devoir. Dans leurs devoirs, ils doivent comprendre la situation, regarder ce qui se passe autour d'eux. Ils sont bien mieux placés que beaucoup d'acteurs, puisque de leur cockpit, dans les aéroports qu'ils fréquentent, ils voient bien qu'autour d'eux, il n'y a pas que des avions français, qu'il n'y a pas des avions d'Air France, il y a des avions de toutes les compagnies, il y a des compagnies low cost à côté d'eux. Et donc, ils ont cette obligation, ce devoir de chercher à comprendre et de s'adapter. Alors oui, s'adapter, c'est pas forcément la gloire du passé, ni l'uniforme et ses gants blancs. S'adapter, c'est être moderne, efficace. Et je suis sûr que tous les pilotes sont des passionnés et qu'ils retrouveront très vite le chemin de leur métier quand ils reviendront à ces bases-là. Il faut être passionné, mais il faut être réaliste, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, il faut se regarder aussi soi-même par rapport à la concurrence qui est de partout, et puis prendre les bonnes décisions. Mais est-ce que cette entreprise est irréformable ? Je ne crois pas du tout. Je pense que Air France, comme toute entreprise, peut parfaitement sombrer. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de le dire, mais elle peut aussi petit à petit se déliter par rapport à des concurrents européens qui sont actuellement et aujourd'hui beaucoup plus dynamiques qu'elle. On l'a vu ce qui s'est passé, oui, avec British Airways il y a quelques années qui s'est réformé. Iberia, des compagnies qui ont su se réformer autour aussi du pôle Lufthansa, d'autres qui n'ont pas su se réformer. L'ancienne Swissair, l'actuelle Alitalia, et qui donc se sont délités dans le temps. Donc oui, ça peut arriver à Air France, mais Air France peut aussi rebondir. Des présidents successifs s'y sont attelés. Christian Blanc, en son temps, avait fait un travail de profondeur pour changer les états d'esprit. Je pense que ce travail, qui est un travail sans doute énorme et colossal, il doit être pris, repris, poursuivi. Et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Il y a plein d'entreprises qui ont réussi à se réformer. Il n'y a pas de fatalité à ne pas réussir à se restructurer. C'est une obligation. Et ça serait une obligation du quotidien. Je dis souvent à mes propres personnels, pour reprendre, et sans aucune, bien sûr, prétention politique, le changement, ce n'est pas maintenant. Le changement, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps, il faut savoir changer. Il y a quand même on parlait de malaise il y a quelques instants au sein du pavillon français. Depuis des années, il y a un déséquilibre entre des compagnies qui arrivent de l'extérieur, en France, des taxes, des redevances énormes. Il y a eu plusieurs rapports. Le dernier date d'il y a 1 an et demi, c'était le rapport Leroux. Une mesure a été suivie des faits. Le politique ne s'intéresse pas. On se fout aujourd'hui de l'aérien, du pavillon français ? Alors, je crois que les politiques, pour beaucoup d'entre eux, pas la totalité, mais pour beaucoup d'entre eux, ne s'intéressent qu'à l'immédiat, au quotidien, à ce qui fera que vous, les journalistes, viendront les interroger à chaud sur un sujet, et auquel cas il faut d'ailleurs avoir la présence d'esprit d'une réponse qui est souvent une réponse éphémère, immédiate et de peu de durée dans le temps. Le rapport Leroux, auquel beaucoup d'entre nous avons participé, était un rapport solide, un diagnostic extrêmement fin, donc il aurait dû d'abord être partagé, expliqué, diffusé. Ensuite, dans son application concrète, il a rencontré des obstacles, et un obstacle qui est souvent, je pense, celui qui condamne beaucoup d'initiatives françaises, c'est que ce rapport que j'ai soutenu, soyons clairs, faisait quand même un peu trop appel à la générosité de l'État d'abord. Or, la devise bien connue, et là aussi sans aucune prétention historique, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera », et non pas l'inverse. Là, le transport aérien faisait le diagnostic d'une maladie chronique importante, demandait à l'État de faire des efforts, et puis ensuite, peut-être que les entreprises et les personnels auraient accepté d'en faire. Je pense que c'était de poser le problème à l'envers. Il faut que tout le monde fasse des efforts, les personnels doivent en faire aussi. C'était peut-être le point qui, dans le rapport Leroux, n'était pas assez détaillé. Le danger aujourd'hui, il est où ? Compagnie du Golfe, low cost, forcément sur le court moyen, et puis pas que. Une compagnie qui aujourd'hui, dont on parle beaucoup avec l'euro, Turkish Airlines. Alors, le danger, il est non seulement ailleurs, dans la concurrence. Il y a un autre danger aussi, c'est le contournement. C'est-à-dire que si la France, si les plateformes parisiennes, si les aéroports de province ne sont pas portés dans une vague dynamique d'activité, que ce soit les aéroports, les transporteurs, les compagnies aériennes, mais aussi tous les partenaires, la maintenance, les services en escale, si tout le monde ne vit pas dans la dynamique,
notre pays sera délaissé. On peut très bien passer ailleurs. Le monde est aujourd'hui global. Pour aller de Rome à New York, on peut passer par Paris, on peut faire direct, on peut ne pas passer par Paris. Et donc, c'est ça qu'il faut bien que les gens comprennent. Oui, il y a des concurrents redoutables. Il y a les compagnies du Golfe. Mais plus redoutable encore, effectivement, des compagnies comme Turkish Airlines, voire certaines composantes du groupe IAG, British Airways, ont su s'adapter ou vont s'adapter, disposent de bases d'exploitation extrêmement solides, et nous sommes en train de courir après. Et quand on court après, quand on est derrière, on est sûr que d'une chose, c'est de ne pas arriver premier, et ça, c'est extrêmement affligeant. Maintenant, encore une fois, des efforts sont à faire. Espérons que tout le monde en sera conscient et s'y mettra. Il faut aller vite, hein. Le retard s'accumule et actuellement, la part du pavillon français continue de décroître. On est autour de moins 1,4% par an. C'est quand même extrêmement préoccupant. Mais c'est pas trop tard, vous restez optimiste? Je reste optimiste parce que la nature humaine est ce qu'elle est, les hommes aiment les défis, et puis il y a les entreprises privées, il y a des compagnies en France qui se portent bien, je fais partie... Il n'y en a pas beaucoup, il y en a... Non, il n'y en a pas beaucoup, mais, oui, mais non, il n'y a pas que nous, non, il y a d'autres compagnies. Qui gagnent de l'argent. Il y a nos collègues d'outre-mer dans le ciel réunionnais d'Air Austral, il y a bien sûr Air Caraïbes qui se porte bien, il y a d'autres compagnies plus petites, même dans nos concurrents qui ont fait des bénéfices... peut-être pas énormes, mais qui sont des compagnies profitables. Donc il y a une base saine, il y a une base de compétences, il y a une base de motivation. Moins l'État s'en occupera, sans doute mieux ça vaudra. Et puis laissons les gens prendre conscience de la situation. Diagnostic, il faut. Diagnostic partagé, il faut œuvrer pour ça. Et ensuite, l'ère des devoirs arrivera, et pas que l'ère des droits. On va parler à présent de votre actualité, actualité Air Caraïbes, l'actualité surtout French Blue, donc low cost long courrier que vous avez lancé maintenant il y a plusieurs mois, qui démarra ses activités au mois de septembre. Peut-on faire vraiment du low cost long courrier, là où certains disent le low cost long courrier, c'est pas possible, le prix de l'heure de vol d'un avion, il ne varie pas, ce modèle ne peut fonctionner que sur le court moyen. Qu'est-ce que vous répondez à ça? 3 éléments de réponse. La première, j'entends ces arguments, je les respecte parce qu'il faut toujours écouter ce qui se dit. Je constate simplement que ce sont les mêmes arguments qu'on nous a développés il y a 15 ou 20 ans sur le low cost court et moyen courrier. J'entends des gens que je ne voudrais pas citer à votre antenne et à votre écran, je m'en souviens très bien, dire que le low cost court courrier ça ne marchera jamais. Voilà. Ça ne marcherait pas, que c'était sans avenir et que c'était même un peu suspect du côté de la maintenance et tout. Tout ça s'est révélé complètement faux. Les low-cost moyens courriers en Europe sont extrêmement dynamiques. Ce sont les plus grosses compagnies. Ryanair, EasyJet, des compagnies comme Vueling maintenant sont au-dessus de 100 machines, 200, 300 avions. Et nous sommes partis en retard. Et c'est parce que ce constat d'échec, c'en est un. Il n'y a pas de low-cost français aujourd'hui, court et moyen courrier. Il y a Transavia qui essaye de revenir dans la course. Mais je dis bien, essaye de revenir dans la course. Et c'est louable. C'est pas vraiment une low cost. C'est un peu tard en tout cas. C'est parce qu'il y a eu ce constat et cet échec que nous avons, avec Jean-Paul Dubreuil, l'actionnaire du pôle aérien Air Caraïbes, décidé qu'on devait au moins essayer. On ne peut pas laisser passer le train, encore une fois, en gare. Alors, nous sommes dans l'aviation, les trains, c'est un autre monde. Mais on ne peut pas laisser passer le train et puis dire après, ben non, on ne savait pas, il fallait pas faire. Un, il y a cette volonté. Deux, nous sommes convaincus, et nous l'avons fait pour French Blue, qu'en reprenant tous les éléments qui composent l'organisation d'une compagnie aérienne long courrier, il y a des gains à faire. Il faut des avions modernes, il faut des avions adaptés à ces trafics-là, il faut viser des destinations qui soient des destinations touristiques et familiales, et il y en a en long courrier. Il faut revoir les coûts, il faut des gens plus productifs, et puis surtout, il ne faut pas repartir avec un sac à dos de plomb sur les épaules, à savoir tous les droits, accords et autres qui existent dans nos compagnies les plus diverses et dont on sait que c'est une des tares du système français qu'on ne peut pas les moderniser. Alors on va essayer avec French Blue, on a de bonnes raisons de penser que ça va marcher. C'est un pari certes délicat, mais nous le tentons et nous le tentons avec beaucoup de conviction. Mais ça, tout remettre à plat, partir d'une feuille blanche, c'est possible en France, puisqu'on vient d'en parler justement. C'est possible quand vous avez la détention du capital, soyons clairs. C'est le cas de notre actionnariat privé, le groupe Dubreuil. C'est possible quand vous recrutez, remettez à travailler ensemble des équipes. Nous l'avons fait.
en prenant des gens qui sont d'excellents spécialistes dans les différentes composantes d'activité d'une compagnie aérienne. C'est possible quand vous vous donnez les moyens, par exemple, comme c'est le cas de French Blue, d'acheter des avions neufs, donc des Airbus A330 et des Airbus A350. C'est possible quand vous repensez l'ensemble du modèle. Et bien sûr que le modèle French Blue va lui aussi prendre, avec le fil des ans, un peu de poids, un petit peu de lourdeur. Mais l'avance qu'il prend au départ est énorme. Et nous pensons que offrir à des clients un service de qualité, sans compromis sur le confort, dans un avion entièrement connecté sur le plan Wi-Fi, Internet, et avec des tarifs qui seront, allez, donnons un ordre de grandeur, pour les premiers d'entre eux, 15 voire 20% moins cher, c'est quand même attractif. Et encore une fois, l'objectif n'est pas de prendre des clients à quelqu'un d'autre, l'objectif est de créer de nouvelles clientèles et de nouveaux marchés. Mais le prix, prenez des 330 au début, le prix d'un 330, c'est le même pour tout le monde à l'heure de vol. Ah non, ce n'est pas le même pour tout le monde. Hein, quasiment, voilà, le coût d'exploitation. Non. Entre un achat d'avion négocié par un groupe comme le nôtre, qui a des très solides garanties financières, entre un achat d'avion négocié dans, disons, d'autres conditions, entre un leasing, une location courte durée, des garanties ou pas de garanties. Un avion neuf, par exemple, est garanti pendant au moins 3 ans par le constructeur, Airbus ou Boeing. Nous avons choisi Airbus, et donc il vous coûte moins cher au début, en exploitation quotidienne. Alors bien sûr qu'il faut le financer, bien sûr qu'il faut savoir l'amortir. Les équipages, on a pris des équipages dans le marché, donc on les paye au prix du marché, qui est celui qui est défini actuellement, parce qu'il n'y a plus que ces compagnies qui recrutent par les low-cost. Ce sont les low-cost qui recrutent, donc c'est elles qui fixent le marché. On leur demande de travailler un petit peu plus que chez nos confrères de compagnies plus anciennes, dont les nôtres, et on espère que tout ça va fonctionner. Maintenant, on partagera les résultats, on partagera le succès. La philosophie dans notre groupe, c'est une participation et un intéressement extrêmement fort. C'est l'actionnariat des salariés. On essaye de faire comprendre qu'on est là pour tous marcher dans la même direction. Jusqu'à présent, et Air Caraïbes en est un exemple, ça a été une politique couronnée de succès. Alors vous avez publié il y a quelques jours votre première grille tarifaire, 149 € l'aller simple sur Punta Cana à partir du mois de septembre. On a quoi pour 149 €? Pour 149 €, vous allez d'abord à 8h30 de vol de Paris, vous allez sous les tropiques, c'est quand même loin. Vous avez un billet d'avion qui vous, en classe économique, vous met dans des sièges ultramodernes, fabriqués en Allemagne par une société qui s'appelle ZIM. Vous avez un espacement qui est celui des autres compagnies. On est à 32 pouces, c'est notre jargon, on n'a pas serré les gens. Vous avez un avion totalement connecté, et donc vous avez l'option de pouvoir suivre soit vos SMS, soit vos mails, selon vos choix. Tout ça est payant. Et puis dans le prix basique, vous avez la possibilité d'emporter un bagage cabine de 12 kg. Si maintenant vous souhaitez un repas, il sera à bord et il sera payant avec différents niveaux de qualité. Les premiers seront à 10 €. Vous pouvez également emporter d'autres valises, vous pouvez choisir d'autres options et des combinaisons d'options. On fait ce que font les low-cost. On a regardé et on a en quelque sorte pris la meilleure synthèse de tout ça. C'est un changement de comportement parce que derrière tout ça, au-delà du prix, au-delà des destinations, les clients aujourd'hui veulent payer pour ce qu'ils achètent. Ils ne veulent pas payer pour tout. Ils veulent être en quelque sorte devant un écran Internet qui aujourd'hui assure une transparence totale et pouvoir choisir les options qui leur conviennent. Il y a des gens qui n'ont pas de bagages, ils ne voient pas la raison pour laquelle ils paieraient des bagages. Et après tout, il faut les écouter, ils ont sans doute raison. Alors on va faire un rapide calcul, 149 € x 2, on va rajouter le prix du repas, 1 ou 2 bagages en plus, on arrive aux alentours de 350-400 €. Allez, entre 350 et 400. 350 et 400 €. Quelque chose de très correct. Finalement, on n'est pas très loin des prix de la concurrence. Non, alors, 2 choses. La concurrence dans le transport aérien, c'est d'ailleurs très intéressant pour vos téléspectateurs. Il faut y faire très attention. La concurrence va changer et va s'adapter. Aujourd'hui, clairement, on est au moins 15% moins cher que tous ceux qui ont opéré sur cette route et qui continuent à opérer, voire moins 20%. Mais moi, je souhaite que la concurrence s'adapte, parce que si la concurrence s'adapte et baisse les prix, il y aura encore plus de clients, pour eux et pour nous, tant mieux. Et il y aura plus de gens qui iront là-bas ou à une autre destination. Ce que je voudrais attirer comme dans l'attention de vos téléspectateurs, c'est le point suivant. L'industrie du transport aérien est certes complexe en termes de marketing,
Un billet d'avion, c'est une chose qu'on n'achète quand même pas tous les jours, soyons clairs. Mais c'est un secteur transparent. Je m'explique. Devant votre ordinateur, grâce au web, grâce à tous les produits Internet, vous pouvez comparer, évaluer, choisir en parfaite connaissance de cause. Si vous allez acheter 1 kilo de sucre dans la grande distribution, au moment où vous rentrez dans un grand supermarché, vous allez voir le prix du kilo de sucre. Vous n'aurez aucune idée de ce qui se fait 3 km plus loin. Dans l'aviation, au moment où vous êtes devant votre écran, si vous êtes un client averti, et j'engage tous les clients à être des clients avertis, vous savez parfaitement combien c'est chez nous, combien c'est chez le concurrent, combien c'est en passant par Madrid, pourquoi pas, on parle de Punta Cana, et à vous de choisir. Certains vous diront, allez, 300 € l'aller-retour, donc à 350 sur Punta Cana, ce n'est pas le vrai prix d'un billet d'avion. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est le prix auquel nous le vendrons. On ne va pas vendre tout l'avion à ce prix-là. Je ne vous ai pas dit ça non plus, parce qu'on a besoin d'être à l'équilibre. C'est le yield management comme tout le monde, oui. Après, intervient une autre donnée qui est ce qu'on appelle effectivement d'un nom un peu barbare, le yield management. C'est-à-dire qu'on va regarder, comme toutes les compagnies bien gérées, comment ces vols vont se remplir. S'ils ne se remplissent pas assez vite, on laissera beaucoup de 149 €. Et puis, pourquoi pas, on pourra même aller encore plus bas. Si par contre les vols ont du succès, eh bien on mettra un peu de 149 € et puis on passera au tarif au-dessus qui est à 199 et on essaiera ainsi de mieux remplir le vol. La donnée fondamentale, c'est la bonne équation entre la demande et l'offre. Donc si la demande est forte, oui, je le dis clairement, parce que je suis un dirigeant d'entreprise responsable et qu'il faut bien que j'assure la pérennité des emplois et des avions que nous faisons voler, les prix seront un peu plus élevés, mais il y a tellement de choix que chaque client doit trouver son bonheur. Aujourd'hui, le pétrole, on a un baril aux alentours qui est légèrement remonté aux alentours de 50 $, vous aide énormément? Alors le pétrole, c'est un point clé. Il faut que les gens soient conscients de deux effets. Le premier, les prix sont en train de baisser. Ils sont légèrement montés là, voilà. Bon, oui, on sait que sur le long terme, ça va. On est quand même sur une baisse. Moi, j'ai un cas concret. Air Caraïbes sur les Antilles depuis le début de l'année 2016. On est quand même maintenant au mois de juin, donc il y a déjà 6 mois. Bon, les prix sont en baisse de 6 à 7 %. C'est quand même pas négligeable. Et ça continue. Et ça continue. Donc ça, c'est l'effet bénéfique. L'effet pervers, il est quand même extrêmement redoutable. C'est que tout le monde a l'impression qu'avec un pétrole peu cher, tout va bien. Et c'est faux. Parce que cet effet pétrole peut masquer d'autres problématiques, chez nous comme chez nos concurrents. Et cette problématique, elle va être d'autant plus difficile à gérer quand les prix du carburant vont remonter. Parce qu'on sait très bien que 50 $ le baril, ce n'est pas un prix d'équilibre économique. On reviendra vers quelque chose qui sera sans doute plus élevé. Et ça ne devrait pas d'ailleurs tarder. Parce que le prix du carburant, il est aussi spéculatif pour d'autres raisons. Donc je crois que c'est bien que le carburant ait chuté. Ça a stimulé un peu l'industrie dans le monde entier, l'industrie du transport aérien qui en a largement bénéficié. Mais attention, les armes ne montent pas jusqu'au ciel, le prix du pétrole ne descend pas en dessous de 30 $. Donc il y a un moment donné où la vérité économique reviendra, une contrainte rigoureuse dont on ne peut pas se départir. Vous avez des couvertures pétrole comme tout le monde. Est-ce qu'on court joue et moyen encore terme. beaucoup aujourd'hui certaines compagnies Je ne dis pas que des compagnies, je ne sais pas dire si des compagnies y jouent, mais les couvertures les plus longues ont été sérieusement raccourcies partout. On se donne un peu de temps, quelques mois, parfois un tout petit peu plus de 12 mois, pour couvrir une partie de notre consommation. Et on ne va pas au-delà, parce qu'au-delà, c'est trop dangereux. Bien sûr que si le pétrole remonte très haut, vous pourrez dire nous avons été le génie des alpages, mais c'est artificiel, ça durera peu de temps, vous gagnerez 1 an, et puis après, vous serez confronté à de dures réalités. Au contraire, il vaut mieux s'adapter rapidement. Si le prix du pétrole remonte, tout le monde devra faire des efforts, et chacun y apportera sa contribution. Vous donnez combien de temps pour réussir le pari French Blue? Au French Blue, ça va aller assez vite. Vous savez, quand on a lancé avec Jean-Paul Dubreuil la desserte des Antilles avec Air Caraïbes, qui est toujours une compagnie régionale d'abord et puis une compagnie long courrier, au bout de 6 mois, on savait que c'était très difficile. Au bout d'1 an, on savait qu'on tenait le bon bout, comme on dit. Donc, pour French Blue, ce sera pareil. Dans les 12 premiers mois, on aura déjà une bonne orientation de l'avenir. Mais aujourd'hui, je ne doute pas que nous ayons réuni beaucoup de conditions de succès. Maintenant, aux hommes et aux femmes de French Blue de montrer leur savoir-faire. Merci Marc Rochet, président Merci. du directoire d'Air Caraïbes et président donc de la future compagnie low cost qui démarrera ses activités au mois de septembre. Elle est quasiment maintenant démarrée. Voilà. French Blue, merci. Merci.
Total, committed to better energy.